Est-ce que ce système existe ailleurs qu'à Paris? Oui. Oui, oui, ça se développe. La seule contrainte, c'est qu'il faut qu'il y ait justement un service d'interprétariat, mais il y en a très souvent grâce au CADA ou bien parfois dans le domaine associatif, parce qu'on ne peut pas intervenir sans les interprètes. Mais il suffit qu'on ait quelqu'un de notre équipe qui ait été formé à ces approches-là, qui viennent d'ailleurs en France, et c'est le cas puisqu'on a le DU transculturel qui est ouvert, et même au niveau européen d'ailleurs. Hein. Donc on a des gens de l'équipe qui sont partout en France et qui peuvent monter ce genre de dispositif. Soulignons quand même que ce genre d'intervention est particulièrement financé par le Fonds social européen. Donc c'est l'Europe qui permet de développer toutes ces actions. Et puis nous avons aussi, il faut le mentionner, le soutien de la Fondation LCL. Après, là, c'était une situation... Alors, c'est un cas particulier, donc ça va être difficile de généraliser, mais juste pour voir si vous avez quelque chose de particulier à pouvoir dire dessus. D'un père qui parle français à la maison, une mère qui parle anglais, donc à la maison, ils parlent les deux, qui vivent en Espagne, donc avec des enfants de 8-6 ans qui parlent espagnol, qui sont scolarisés dans une école basque. On mélange un petit peu la situation. Et la question, mais qui est peut-être pas généralisable, c'est qu'est-ce que ça va donner ce mélange? Est-ce que ça peut occasionner des soucis particuliers ou pas? Ou est-ce que vraiment ça dépend? Enfin, je pense que ça dépend, mais bon. Alors, oui, on n'est pas plus de 6. Oui, ces facteurs-là, voilà, ne sont pas en soi des facteurs de vulnérabilité du tout, au contraire. C'est d'autant plus facile pour l'enfant de s'approprier plusieurs langues comme ça lorsque ces langues sont parlées par différents interlocuteurs. C'est plus facile, si vous voulez, si vous avez le père qui parle une langue, la mère qui parle une langue, pour l'enfant d'apprendre ces deux langues, de bien les dissocier, de bien les catégoriser, que si c'est le même interlocuteur qui parle plusieurs langues. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est d'aller creuser un petit peu le rapport aux langues des parents eux-mêmes, et notamment pourquoi ce choix de les scolariser dans une école basque, le rapport à ces différents savoirs. Les langues sont des savoirs, l'histoire familiale, pourquoi ce choix en Espagne, enfin, voilà, c'est ça qui va être surtout important à prendre en compte si ça pose des problèmes à l'enfant, ce qui n'est pas du tout une évidence. Hein. Je continue avec Madame Sarraud, hein, j'oublie pas Madame Hack, c'est juste que tu en connais. J'ai deux questions, comme ça je vous en fais une double qui n'ont rien à voir, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour des enseignants par rapport à ce système qui existe ou pas? Et si oui, je suppose comment ça marche. Et la deuxième, c'est quelle est la place des art-thérapies dans ce système? Est-ce qu'il y a une place particulière ou pas? Alors, l'art-thérapie, nous ne le pratiquons pas. Nous le pratiquons à la Maison de Solesmes, mais nous ne le développons pas directement dans les établissements scolaires, puisque d'autres structures le font, tout simplement, donc, avec lesquelles on travaille en partenariat, et ce qui donne aussi d'excellents résultats, bien sûr. Hein. Notamment pour les enfants de migrants qui peuvent avoir des difficultés dans la régulation émotionnelle, dans l'expression des émotions. Ceux que j'ai vus, par exemple, qui sont en situation d'illettrisme, l'art-thérapie va être extrêmement bénéfique pour eux. Et puis, la première question... C'était pour les enseignants niveau formation ou sensibilisation pédagogique. Alors, j'oublie tout le temps d'en parler. Donc, nous avons déjà 2 DU, diplômes universitaires, qui existent depuis longtemps. Donc, le diplôme de psychiatrie et compétences transculturelles, mais qui est peut-être un peu trop ancré dans la psychiatrie pour les enseignants. Donc, il y a tout un tas d'apports qui vont être beaucoup trop spécialisés, je pense. Mais nous avons le DU médiation. Vous pouvez rechercher tout ça sur le site du Centre Babel, B-A-B-E-L. Le DU médiation, donc là, qui est très intéressant pour les professionnels scolaires. Et puis, nous avons aussi un séminaire qui a lieu 1 fois par mois à peu près, donc 6 fois dans l'année scolaire, le vendredi soir de 17h30 à 19h30, exprès pour que vous puissiez venir. Et la prochaine séance, alors, de mémoire, il me semble que c'est le 17 mars. Mais je ne suis pas sûre, donc à vérifier. C'est sur quel site que ça peut se retrouver? C'est sur le site du Centre Babel aussi, ou sur le site de l'AIEP, AIEP, Association internationale d'ethnopsychanalyse. Donc c'est le site de Marie-Rose Moreau. Vous avez toutes les formations qui sont répertoriées, mais je vous conseille en premier lieu ces deux-là. Merci. Les besoins éducatifs particuliers tiennent-ils compte chez les migrants des antécédents et de l'évaluation de leur état de santé physique? Alors,
C'est une question importante. Donc, déjà pas particulièrement. Les besoins éducatifs particuliers, ça englobe énormément de choses, pas seulement du tout la dimension migratoire. Nous, on intervient dans ce cadre-là, puisque ce qui est important à souligner, c'est que ces résultats issus des études avec les enfants de migrants sont valables pour tous les autres enfants, même si c'est moins visible, ça se joue à plus bas bruit, mais ça nous permet de comprendre quels sont les enjeux et les besoins dans la scolarisation. Et la clinique transculturelle, elle nous forme avant tout à l'élaboration de la confrontation à l'altérité culturelle, mais par extension toutes les formes d'altérité. Et dans le cadre scolaire, il y a encore 4 sources de discrimination qui persistent: le genre, encore, l'orientation sexuelle, le handicap et les origines culturelles, religieuses, la couleur de peau, tout ça. Donc, les besoins éducatifs particuliers, c'est ça, c'est très très large. Et la question des évaluations, c'est une question très importante aussi, puisque à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'outils d'évaluation. Tous les outils d'évaluation que nous avons sont des outils monolingues qui n'ont pas été validés auprès des populations migrantes, puisque il a été considéré qu'elles étaient trop différentes, justement, que les réponses seraient trop différentes et que ça viendrait biaiser les normes. Or, un test, on va le faire passer à un panel assez large de sujets pour établir des normes, et ensuite on va avoir un sujet en face de soi, un élève par exemple, on va vouloir le comparer à ces normes pour savoir comment le situer et comprendre ses besoins et ses difficultés. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser ces tests normalement avec des populations qui n'ont pas été incluses dans la procédure de validation du test. Éthiquement parlant, c'est irrecevable. Donc là, on est en train d'en développer. Nous avons développé par exemple le test ELAL d'Avicenne, qui est un outil pour l'évaluation des compétences langagières des enfants bilingues. Donc ça y est, là, qui est disponible et avec toute une formation qui accompagne ce test. Donc ça aussi, hein, c'est une formation qui peut vous intéresser, puisque l'idée, c'est que les professionnels scolaires puissent utiliser ce test pour avoir une idée beaucoup plus fine, en fait, des compétences réelles des enfants, pas que en français, mais aussi dans la langue maternelle. Nous en développons un autre qui s'appelle le TEMAS, qui, lui, va évaluer le développement affectif, identitaire de la personnalité des enfants et des adolescents issus de l'immigration. Mais c'est tout ce qui existe pour l'instant, et il serait urgent qu'on puisse développer d'autres outils, bien évidemment.